Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une série qui a marqué toute une génération. Je parle bien entendu de Stranger Things. Il est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Stranger Things. La série est devenue un véritable phénomène culturel avec des effets spéciaux ultra impressionnants, des acteurs attachants et surtout une esthétique rétro. La saison 5 a alors littéralement battu tous les records avec 59,6 millions de vues en seulement 5 jours et elle devient rapidement la meilleure semaine d'audience pour une série en anglais de l'histoire de Netflix. Mais derrière cet immense succès se cache une question bien plus troublante. Et si l'histoire n'avait pas été totalement inventée ? Et si quelque part, dans les archives, se trouvaient des faits réels, des expériences, des témoins, des projets classés secrets qui auraient inspiré l'histoire de Stranger Things ? Des choses dont le public n'a jamais vraiment entendu parler. Pour le découvrir, nous allons partir aux États-Unis sur les traces d'un projet dont l'existence n'aurait jamais dû voir le jour. Bienvenue dans les vraies histoires derrière Stranger Things. Avant de parler de monstres, de portails ou encore de monde à l'envers, il faut qu'on aborde un sujet qui, lui, est bien réel. Un programme qui pendant des décennies a essayé d'être effacé de l'histoire et qui, vous le verrez, va être l'une des inspirations principales pour Stranger Things. Aujourd'hui, on va plonger dans le projet MKUltra et vous allez voir que les ressemblances sont plutôt troublantes. Pour cela, on part tout droit dans les années 1950, et à l'époque, c'est la guerre froide. D'un côté, on a les États-Unis, et de l'autre, on a l'Union soviétique. Deux pays qui se regardent, qui s'espionnent, et qui sont persuadés que quelque part, l'autre travaille sur un système d'armement qui leur permettrait non seulement d'avoir un avantage, mais surtout de gagner la guerre. Et c'est là qu'un truc assez fou commence à circuler dans les rapports d'espionnage américains. Les soviétiques travailleraient sur des techniques psychiques. Alors là, on ne parle pas d'avion, ni de bombes, non. Là, on parle d'hypnose, de manipulation mentale, de télépathie et peut-être même de télékinésie. Alors, est-ce que c'était vrai ? Pour nous, ça paraîtrait impensable, mais pour la CIA, ce qui compte, c'est que ça pourrait être vrai, et que si c'est vrai, ils doivent enquêter dessus. Et dans un contexte où la paranoïa est à son maximum, les Américains se disent un truc très simple. Si les Russes essayent de contrôler l'esprit, alors nous devons le faire aussi, et nous devons le faire mieux qu'eux. Et c'est exactement ce raisonnement qui va donner naissance au programme MKUltra. Un programme gigantesque, secret et complètement incontrôlé qui, à l'époque, va coûter la vie à des milliers de personnes. Alors vous allez sûrement me demander quel est le but du programme MKUltra. Son but est simple, créer des agents capables de résister à la torture, effacer l'esprit pour pouvoir reprogrammer des individus, ainsi que de faire dire la vérité à n'importe qui. Et peut-être même à terme, qui sait, pouvoir utiliser l'esprit humain comme une arme. His mind, no less, which may destroy mankind, is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. On est en 1953 et le directeur de la CIA, Allen Dulles, signe l'autorisation du programme MKUltra avec une indication bien précise. Un papier qui dit, en gros, faites ce que vous devez faire, peu importe les moyens. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair, et à partir de ce moment-là, eh bien tout dérape. La CIA ouvre plus de 140 sous-programmes, avec des centaines d'agents qui vont être impliqués dans plus de 40 États différents. Et c'est là qu'ils vont faire quelque chose qui est assez flippant. On parle d'LSD administré en secret, de torture psychologique, d'isolement pendant plusieurs jours avec une privation sensorielle totale, des électrochocs extrêmement puissants que subissent leurs cobayes, et parfois même des tests sur des mineurs. Oui, vous avez bien entendu, et au cœur de tout ça, il y a un homme qui honnêtement ressemble énormément au Dr Brenner. Et cet homme, c'est nul autre que Sidney Gottlieb. Gottlieb, c'est le cerveau de MKUltra. C'est le mec qui s'occupe des méthodes, des cobayes et des dosages.
Ce qui est fou, c'est que tous ceux qui l'ont connu disent la même chose, que c'était un homme gentil, posé, un mec passionné de science, qui faisait de la méditation, et en même temps, d'un autre côté, il a détruit des milliers de vies. Un contraste d'autant plus choquant quand on sait que Gottlieb voulait réinitialiser les souvenirs de l'esprit humain. Il veut casser l'esprit pour le reconstruire, exactement comme Brenner essaye de casser Eleven pour amplifier ses pouvoirs. Mais Gottlieb n'était pas seul dans cette histoire, il avait un allié terrible, Donald Ewen Cameron, un psychiatre situé au Canada. Et lui, c'est l'étape du dessus. Comme Gottlieb, Cameron pensait qu'on pouvait totalement réinitialiser la personnalité de quelqu'un, mais cette fois-ci on ne parle pas juste d'un souvenir, mais de toute sa personnalité. Comme si le cerveau était un disque dur, tu effaces tout, tu reformates et tu réécris ce que tu veux. On parle là d'un vrai lavage de cerveau où les cobayes sont enfermés pendant des jours entiers sans lumière, avec pour seul bruit un message diffusé en boucle, tu es personne, tu oublies et tu recommences. Plusieurs victimes ne retrouveront jamais leur identité et certains ne savent même plus marcher ou parler suite à ces traitements. Et pour couronner le tout, au-dessus de tout ça, il y a toujours Allen Dulles, le boss de la CIA, qui est persuadé que les soviétiques développent une arme mentale, donc pour lui, toutes les méthodes sont permises. Et c'est exactement le climat qu'on retrouve dans Stranger Things. Des scientifiques qui pensent agir pour le bien du pays, un gouvernement qui ferme les yeux et des expériences menées sur des gens qui n'ont rien à voir. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire comme moi, ok, pour l'instant le programme MKUltra, on est plus sur des personnes lobotomisées et traumatisées qu'autre chose, on est bien loin des super soldats dont nous parlait Gottlieb. Eh bien, attendez de voir la suite. Parce que c'est là que dans la tête de la CIA naît une nouvelle idée. Si on peut briser un esprit, peut-être qu'on peut aussi l'amplifier. Il commence donc à tester la télépathie, la perception extrasensorielle et même dans certains documents, l'idée de psychokinésie. Alors, qu'est-ce que c'est la psychokinésie ? Pour ceux qui ne le savent pas, la psychokinésie a pour but de déplacer des objets par la pensée. Un lien direct avec les expériences que subit Eleven durant la série. Un enfant isolé, testé, poussé à bout pour développer des capacités extraordinaires. Comme cette séquence où Eleven essaye de broyer une canette de coca par la pensée. La série n'a pas inventé ce cauchemar, elle l'a juste transformé en fiction. Et c'est seulement en 1963, après des années d'expérimentation extrême, qu'Allen Dulles décide de mettre un terme au programme MKUltra. Le programme est devenu trop risqué, instable et surtout incontrôlable. Mais cette fermeture n'est qu'une façade, parce que dans l'ombre, certaines pratiques continuent, dispersées sous d'autres noms, dans d'autres structures, et rien ne disparaît vraiment. Mais quelques années plus tard, un événement crucial va se produire. Sidney Gottlieb va prendre sa retraite, et juste avant de quitter son poste, il va ordonner la destruction massive de toutes les archives. Il pense alors avoir effacé toutes les traces du projet, mais un détail lui échappe. Des milliers de pages ont été oubliées et laissées à l'abandon dans un bâtiment administratif. Des documents qui plus tard vont révéler ce qui n'aurait jamais dû être découvert. Et c'est en 1974 que tout bascule. Un journaliste au New York Times, du nom de Seymour Hersh, dévoile que la CIA aurait mené des expériences illégales sur des citoyens américains. Et suite à ces déclarations, un scandale national éclate, et cette fois-ci, il est impossible de le cacher. Le Sénat va lancer une série d'enquêtes et d'auditions publiques, et pour la première fois, le gouvernement reconnaît publiquement l'existence du programme MKUltra. Après ces révélations, il ne reste plus vraiment d'échappatoire possible, et le programme est officiellement classé. Mais avec la destruction massive de nombreux documents, une partie de cette histoire reste floue. MKUltra ne s'est pas fini proprement, il s'est effondré sous son propre poids, celui des secrets, des abus et des vies brisées. Donc on a vu le programme MKUltra, mais est-ce que ce programme est le seul à avoir alimenté l'imaginaire de Stranger Things ? Eh bien vous allez le voir, la seconde histoire est tout aussi surprenante. L'histoire que je vais vous raconter a débuté en 1971 et aura été une extension secrète du programme MKUltra. Elle aura été destinée à aller encore plus loin dans l'exploration de l'esprit humain. C'est une affaire qui n'a jamais vraiment été confirmée, mais qui n'a jamais vraiment été réfutée non plus. Une histoire qui est restée dans le flou et qui à l'origine devait être le nom de la série. Bienvenue à Montauk. Montauk, c'est un petit coin idyllique. Un port, des plages, des falaises magnifiques, le genre d'endroit où tu irais en vacances sans te poser de questions. Et juste à côté, planqué dans la forêt, se trouve Camp Hero, une ancienne base militaire américaine en apparence totalement abandonnée, avec un radar géant qui ne tourne plus, des bunkers scellés et des tunnels condamnés. Sauf que rien n'est jamais vraiment abandonné chez l'armée américaine. Dans les années 80,
des habitants commencent à raconter des choses étranges. Ils entendent des vibrations anormales, des bruits métalliques sous terre, des patrouilles militaires au milieu de la nuit alors que la base est censée être fermée, et surtout, des histoires de disparition d'enfants. Jusque-là, rien d'officiel, juste des rumeurs entre habitants, mais des rumeurs qui vont vite devenir insistantes. En 1992, un homme publie un livre, The Montauk Project, Experiments in Time. Cet homme, c'est Preston Nichols. À l'époque, il est ingénieur spécialisé dans les phénomènes électromagnétiques et affirme avoir été victime enfant des expériences menées dans les sous-sols de Camp Hero. Des expériences qu'il aurait oubliées avant que sa mémoire ne lui revienne progressivement. Et ce qu'il raconte, c'est littéralement Stranger Things avant Stranger Things, car selon lui, dans cette base, des scientifiques essayaient d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions, de créer des enfants aux capacités psychiques, de manipuler l'esprit humain et parfois même de matérialiser des pensées dans le monde réel. Nichols raconte qu'un garçon nommé The Montauk Boy aura réussi à développer des capacités permettant de faire apparaître physiquement des objets, des formes et même de créer des tunnels dans le temps pour pouvoir observer d'autres époques. Et c'est pas tout, car un soir, une expérience va littéralement virer au cauchemar. Cette nuit-là, 2 gardes sont envoyés pour récupérer un enfant dans sa cellule. Parce que oui, les enfants qui faisaient partie du programme passaient leur vie dans la base avec interdiction formelle de sortir à l'extérieur. Et pour ça, ils étaient donc enfermés dans des cellules avec le strict minimum pour vivre. Ce soir-là, l'enfant traversa un long couloir jusqu'à arriver devant la salle d'expérimentation. Une pièce immense et froide fait son apparition. Des dizaines de scientifiques se trouvent dans cette pièce, avec autour d'eux des écrans saturés de données, et au centre, une chaise métallique, bardée de câbles et d'électrodes. Les gardes s'arrêtent et l'enfant avance seul. Cette chaise a été conçue pour aller chercher ce qu'aucun esprit humain n'est censé regarder. L'enfant s'assoit et les scientifiques se précipitent pour lui brancher les capteurs sur les tempes, la poitrine et les poignets. L'expérience peut enfin commencer. Et au bout de plusieurs minutes, plongé dans un état de concentration extrême, les écrans s'illuminent. Son rythme cardiaque s'emballe, le visage de l'enfant se tord et son souffle devient saccadé. On lui demande d'aller plus loin, d'ouvrir la porte et d'affronter ce qu'il fuit depuis toujours. Subitement, les lumières de la salle virent au rouge et les machines saturent et ne répondent plus. Un frisson traverse la salle, l'air de la pièce se déforme comme si on déchirait l'espace-temps. Une fissure lumineuse s'ouvre et quelque chose en sort. Une silhouette instable et sombre s'en dégage. Et c'est là que c'est arrivé, la chose qu'aucun d'eux n'imaginait, une créature venue d'ailleurs. Une entité née de la peur même de l'enfant. La créature sème le chaos dans la base et serait devenue incontrôlable. Elle aurait blessé et tué plusieurs agents présents lors de l'expérience, juste avant de disparaître et de repartir par le portail dont elle est venue. Vous l'aurez compris, le but de cette expérience consistait à pousser un enfant dans un état mental extrême afin d'observer si une émotion pure, en l'occurrence la peur, pouvait déclencher une réaction mesurable à son environnement. Et suite à cette expérience, l'armée aurait été obligée d'arrêter tout le projet. Alors à première vue, ça paraît tellement irréel, j'ai énormément de questions qui me viennent en tête. Où est passé cet enfant, The Montauk Boy, et comment une créature a pu apparaître à partir d'une simple pensée? Et de votre point de vue, on dirait juste que je raconte l'histoire de Stranger Things. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il s'agissait ni plus ni moins de la vraie histoire du projet Montauk, ou du moins comment Preston Nichols nous le raconte à travers son livre. Et dans cet ouvrage, il y ajoute une petite précision. Que vous lisiez ce livre comme de la science-fiction ou comme un ouvrage documentaire, vous allez découvrir une histoire incroyable. Et ce qui sème le doute, c'est que pour Nichols, eh bien tout ça, c'était réel. Alors, est-ce que Nichols a tout inventé? Est-ce qu'à l'époque, c'était juste un coup marketing pour faire vendre son livre? Ou est-ce que cette histoire a vraiment eu lieu et que Nichols a été témoin de choses qu'il n'aurait jamais dû voir? Eh bien, cette question restera sans réponse. Parce qu'officiellement, l'armée dit que Camp Hero n'a jamais servi à autre chose qu'à faire tourner un radar. Mais d'un autre côté, quand les accès au tunnel ont été demandés, les autorités ont refusé. Pareil quand des équipes de tournage ont voulu filmer à l'intérieur. Et ça, c'est une infime partie de tous les éléments étranges que constitue le mystère de Montauk. Des générateurs enterrés fonctionnent encore aujourd'hui, des habitants racontent avoir vu des militaires entrer dans la base après sa fermeture officielle, et des chiens refusent d'approcher certaines zones à cause des bruits à ultra basse fréquence. En fin de compte, Montauk fascine car elle navigue sur cette ligne troublante entre fiction et réalité, surtout quand on sait
ce qu'a pu faire le gouvernement américain auparavant. Donc on a vu le projet MKUltra, le projet Montauk, et cette fois-ci, on va parler d'Hawkins. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Hawkins, ce n'est pas seulement un décor inventé, c'est la version cinématographique de ce qu'était l'Amérique pendant la guerre froide. Et pour comprendre Hawkins, il faut avoir une chose en tête, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, les États-Unis ont construit de vraies villes secrètes. Des villes entières, avec des maisons, des écoles et même des commerces, mais qui sur la carte n'existaient pas officiellement. Les trois plus connus sont Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où il y a eu le développement de la première bombe atomique. Il y a eu Oak Ridge, dans le Tennessee, où y ont vécu plus de 70 000 habitants, sans qu'aucune mention de cette ville ne soit faite sur la carte. Et enfin, il y a Hanford, dans l'État de Washington, qui est un site de production de plutonium, qui est encore ultra dangereux aujourd'hui. Ces villes étaient sous surveillance militaire, où les gens vivaient comme dans une petite ville classique, sauf qu'autour, il y avait des centres de recherche ultra secrets. Et les militaires se contentaient juste de dire à la population qu'ils travaillaient pour le bien du pays et de ne pas poser de questions. Un parallèle qui ressemble étrangement à la dernière saison de Stranger Things, où l'armée s'installe dans la ville d'Hawkins sans donner d'explication aux habitants pour y mener des expériences sur le portail qui mènent au monde à l'envers. Et ce n'est pas tout, parce qu'on retrouve d'autres endroits qui ont inspiré Hawkins, comme Hutchinson, dans le Kansas, une petite ville qui à première vue peut paraître sans histoire, mais qui en réalité est l'une des villes les plus mystérieuses des États-Unis. On y trouve des disparitions étranges, avec des cas qui aujourd'hui sont encore inexpliqués, des maisons aux histoires sombres avec une architecture qui rappelle celle de la maison d'Henri, et surtout une ambiance qui est très similaire aux petites villes du Midwest, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'Hawkins. Et si on regarde bien, on peut apercevoir dans le fond le magasin où travaille Joyce. C'est faux. Pardon, mais j'aurais adoré que ce soit vrai. En fin de compte, tous ces endroits ont fini par alimenter l'imaginaire des Duffer Brothers. Stranger Things n'a pas inventé cette ambiance, elle l'a récupérée directement de l'histoire américaine. Chaque élément de la série a une version réelle quelque part dans le passé, et quand on met tout ça ensemble, on obtient Hawkins. Une ville totalement inventée, mais tellement crédible qu'on pourrait croire qu'elle a vraiment existé. Alors en écoutant ces histoires, on se rend compte qu'elles sont toutes reliées par un élément bien précis, et cet élément, c'est la science. Parce que l'idée d'un monde parallèle, d'une dimension superposée, eh bien c'est pas juste de la science-fiction. C'est quelque chose que les scientifiques étudient depuis plus de 60 ans. Et pour le comprendre, cette fois-ci, on va faire un bond dans le temps pour se retrouver en 1957. Donc on est en 1957 et le physicien Hugh Everett, qui a étudié à l'université de Preston, va soumettre une théorie. Sa théorie vise à dire qu'à chaque fois qu'un événement se produit, l'univers se divise. En gros, tu fais un choix, et pendant ce temps-là, un autre toi fait le choix inverse dans un univers parallèle. C'est ce qu'on appelle l'interprétation des mondes multiples. Et pour la première fois, la science émet la possibilité qu'on puisse vivre au sein d'un multivers. Dans ce cadre-là, certains univers parallèles seraient presque identiques aux nôtres, mais avec quelques différences infimes, comme une version tordue, déformée, voire même corrompue, comme l'Upside Down. Ensuite, il y a la théorie des Browns. Imaginez notre univers comme une feuille de papier. Juste à côté, une autre feuille, puis une autre. Chaque feuille représente un univers différent, et la théorie des Browns dit que ces univers peuvent être côte à côte, séparés par une distance incroyablement petite, et dans certaines conditions extrêmes, peut-être même interagir. Et dans Stranger Things, ça s'appelle un portail. Bon, je vous rassure, on n'est pas encore à ce stade, mais l'idée d'une collision entre univers n'est pas totalement absurde. Enfin, une dernière théorie vient s'ajouter à la liste, celle des univers miroirs. L'idée est simple, il existerait une version miroir de notre univers, avec la même physique, mais une composition différente. Certains scientifiques ont même proposé que la matière noire pourrait être une forme de matière présente dans un univers miroir, superposé au nôtre, mais invisible. Un monde qui occupe le même espace que nous, mais qu'on ne voit pas, qui rappelle encore une fois de plus le lien entre Hawkins et l'Upside Down. En 2016, lors d'un talk show, l'ex-animatrice Chelsea Handler reçoit Ernest Moniz, l'ex-secrétaire américain de l'énergie. Et elle lui pose une question, elle lui demande On the show, they have a Department of Energy, and they spend a lot of time investigating a parallel universe. What can you tell us about that? Dans un premier temps, Ernest ne lui répond pas, il sourit, avant de répliquer. I will note that actually we do work in parallel universes. Also a big
supporter of very basic science. And that includes trying to understand the basic particles of nature and the structure of the universe. It turns out theoretical physics addressing that looks at things like higher dimensions than 3 dimensions, So Stranger parallel Things was universes. fiction for us, but autobiography for you. Suite à cette annonce, le débat public est lancé entre ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Alors, est-ce que des mondes parallèles existent vraiment ? La réponse officielle, c'est qu'aucune preuve directe n'a encore été confirmée à ce jour. Cependant, la physique moderne dit que c'est possible, la science ne ferme pas non plus la porte à cette hypothèse, et certains modèles de calcul rendent même l'idée presque logique. Cette fois-ci, rapprochons-nous un peu plus de la pop culture, parce qu'on a vu les programmes secrets, les villes cachées et les théories scientifiques, mais il existe un autre pilier essentiel qui concerne les œuvres qui ont nourri l'imagination des réalisateurs. Parce que la série est aussi un gigantesque hommage à Stephen King, Lovecraft, Silent Hill ou encore Akira. Et on va prendre le temps de voir pourquoi. Parlons de Stephen King. Né en 1947, il est considéré comme le maître incontesté de l'horreur moderne. Il a publié plus de 60 romans et ses œuvres sont devenues des classiques de la culture populaire. Et il faut savoir que Stranger Things regorge de clins d'œil à Stephen King. Prenons l'exemple de Firestarter, sorti en 1980, un livre dans lequel on retrouve une petite fille, cobaye du gouvernement, qui développe des pouvoirs psychiques incontrôlables et qui est traquée par une agence secrète qui veut l'utiliser comme une arme. Firestarter, c'est tout simplement Eleven, 30 ans plus tôt. Et si vous ne l'avez pas lu, eh bien je vous conseille de le lire. Cette fois-ci, dans ça de Stephen King, on retrouve un petit groupe d'enfants se déplaçant à vélo, en train de fuir un monstre qui vit sous terre, et une ambiance où l'innocence est constamment menacée. Une ressemblance entre Hawkins et la ville de Derry, et entre le groupe de Mike et le Losers Club. Et puis il y a Stand By Me, où 4 garçons de Castle Rock apprennent qu'un adolescent est porté disparu. Ils décident alors de partir à sa recherche et entreprennent une marche de plusieurs kilomètres au bord des rails et à travers les bois pour le retrouver. Durant cette marche, les enfants se livrent sur leurs peurs, se soutiennent, se disputent et découvrent que l'amitié peut être un refuge puissant dans un monde adulte, parfois cruel. Une ambiance qui reflète l'enfance et le cœur émotionnel de Stranger Things. Et si Stephen King donne l'émotion, Lovecraft, lui, ajoute un côté magique à l'histoire. Parce qu'il est impossible de parler de Stranger Things sans évoquer l'un des jeux de plateau les plus connus de l'époque. Je parle bien entendu de Donjons et Dragons, un jeu de rôle culte qui a profondément façonné l'univers de la série. Et il faut savoir que le flagelleur mental dans Stranger Things est à l'origine une créature de Lovecraft. Une créature géante, à l'allure incompréhensible et tentaculaire, supérieure à l'humain, avec le pouvoir de manipuler l'esprit à distance. L'idée que l'homme n'est rien face à des forces cosmiques, que la véritable horreur dépasse notre compréhension, vient directement de Lovecraft, et que face à de telles entités, seuls des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires peuvent espérer les combattre. Une référence que Stranger Things exploite parfaitement, notamment à travers les pouvoirs d'Eleven et les visions de Will, qui seront indispensables pour battre le flagelleur mental. Pour ce qui est de l'Upside Down, il ressemble visuellement à l'univers qu'on peut retrouver dans Silent Hill. Silent Hill, c'est une série de jeux vidéo éditée par Konami qui est sortie pour la première fois en 1999. Dans ce jeu, on retrouve un monde pesant qui est le reflet d'une autre dimension, un monde brumeux où des particules flottent dans l'air et où les bâtiments sont déformés. Une direction artistique similaire et la sensation d'un lieu qui nous est déjà familier. Les Duffers l'ont dit, ils voulaient que l'Upside Down ressemble à un monde mort, et même s'ils n'ont jamais avoué directement s'être inspirés de Silent Hill, la ressemblance est tellement évidente qu'on ne peut pas passer à côté. Concluons ce chapitre consacré à la pop culture en nous intéressant à Akira. Akira, c'est l'une des influences majeures de Stranger Things, et les frères Duffers l'ont d'ailleurs explicitement affirmé lors d'une interview. Akira, c'est une histoire qui met en scène des enfants cobayes qui cette fois-ci sont appelés les Espers, un gouvernement qui est à leur trousse et cherche à amplifier leur pouvoir, et au cœur du chaos se trouve un enfant nommé Tetsuo, doté de pouvoirs qu'il tente tant bien que mal de maîtriser. Stranger Things et Eleven ressemblent à une version occidentale de ce qui est sorti en 1991. Et pour conclure cette vidéo, terminons avec une anecdote qui concerne un personnage qui est aimé par certains et détesté par d'autres. Je parle bien évidemment d'Eddie Munson.
Eddie, c'est le métalleux marginal à la tête du Hellfire Club, le club de donjons et dragons du lycée Dawkins. Eddie se différencie par son look de rocker, ses cheveux longs et son attitude provocante. Il refuse de se plier aux normes sociales. Malheureusement, un soir, il va recevoir la visite de Chrissy, une étudiante qui va être une des victimes de Vecna. Témoin de la scène qu'il ne parvient pas à expliquer et terrorisé, il décide de prendre la fuite. Très rapidement, tout s'enchaîne et les habitants d'Hawkins, en pleine panique, désignent Eddie comme le coupable idéal. Et ça, c'est directement inspiré d'un homme qui, lui, a vraiment existé. Cet homme, c'est Damien Echols. On est en 1993, dans la petite ville de West Memphis, dans l'Arkansas. 3 enfants viennent de disparaître après l'école et personne ne sait que la ville tout entière est sur le point de basculer. Le lendemain, après plusieurs heures de recherche, leurs corps sont retrouvés inanimés dans un fossé. La panique s'installe, la peur, et la police veut un coupable. Très vite, la police entame l'enquête et arrête 3 adolescents. Damien Echols, Jason Baldwin et Jesse Miskelly. Mais un nom retient l'attention des enquêteurs, celui de Damien Echols. Damien, c'est le genre d'ado au look gothique, passionné par le métal et l'occultisme. Et lors de son arrestation, l'enquête démontre aucune preuve solide contre Damien, mais à l'époque, l'Amérique est plongée dans une période de panique satanique et voit le diable partout. Et ça suffit pour faire de Damien le coupable idéal. En 1997, le procès a lieu et c'est une véritable pièce de théâtre. Entre témoignages fragiles, analyses douteuses et diabolisation médiatique, tout y passe. Et après plusieurs heures de procès, le verdict tombe. Damien Echols écopera de la peine de mort. Il sera donc envoyé dans le couloir de la mort à seulement l'âge de 18 ans. De son côté, Damien continuera de faire appel et de proclamer son innocence. Mais bien évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'entre 1996 et 2010, la vérité commence à émerger. Les documentaires Paradise Lost révèlent les failles énormes de l'enquête. Le monde découvre alors l'affaire et des milliers de personnes se mobilisent. Et pour couronner le tout, les nouvelles analyses ADN ne coïncident pas avec celles de Damien. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, des personnes attendent 15 ans, 20 ans, parfois même 30 ans, dans le couloir de la mort, en attendant que l'affaire soit classée. Un condamné ne peut pas être exécuté si des preuves nouvelles peuvent l'innocenter. Puis arrive le 19 août 2011. Après 18 ans passés derrière les barreaux, un accord étrange est proposé à Damien. C'est l'Alford Plea. L'Alford Plea, c'est un type de plaidoyer utilisé aux États-Unis qui consiste à dire aux détenus « Vous pouvez sortir à condition d'être officiellement considéré comme coupable ». Mais étant donné que les preuves ne coïncident pas et que depuis le départ, Damien ne cesse de proclamer son innocence, cet accord agit comme un compromis. L'État obtient alors une condamnation et l'accusé, lui, obtient une réduction de peine ou, comme dans le cas de Damien, une liberté immédiate. Un marché imparfait, mais un ticket pour la liberté. Damien finit donc par sortir du couloir de la mort. Il n'est plus le jeune gothique de West Memphis et devient par la suite écrivain, artiste et militant contre les erreurs judiciaires. L'histoire de Damien Echols n'est pas seulement celle d'une injustice, c'est celle d'un adolescent condamné parce qu'il était différent et qui a survécu pour raconter sa vérité. Une chance que malheureusement Eddie Munson n'a jamais eue dans Stranger Things. En fin de compte, si Stranger Things nous captive autant, c'est parce qu'elle mélange tout ce qui nous parle, la nostalgie des années 80, l'amitié d'un groupe d'enfants face à la peur et la sensation d'aventure qui sommeille en chacun de nous. Merci d'avoir traversé ces récits avec moi, j'espère que ces histoires vous auront diverti autant qu'elles m'ont fasciné. Si tu as apprécié ce format, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner pour soutenir mon travail. Mais surtout, dis-moi en commentaire quelle histoire t'a le plus choqué et quelle série ou film aimerais-tu que j'analyse. Sur ce, on se retrouve très vite, prenez soin de vous et à bientôt.